Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Agence Info Libre. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser avec moi l'interview de Véronique Besse, députée française. Véronique Besse qui était interviewée sur RMC le 29 octobre dernier après un voyage en Syrie de 24 heures. À la loupe numéro 3, c'est parti. Jeudi 29 octobre 2015, la journaliste Raphaël Duchemin, nouvellement arrivée sur RMC après un transfuge de France Info, interviewe la députée Véronique Besse. Véronique Besse qui est députée de Vendée et membre du Mouvement pour la France. Elle s'est rendue en Syrie pour 24 heures le 27 octobre dernier en compagnie de Xavier Breton, député de l'Ain, et de Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate. Alors logiquement, la journaliste interroge Madame Besse sur les raisons de ce voyage. La députée répond que cette délégation s'est rendue sur place pour se rendre compte elle-même de la situation et que celle-ci est bien différente de ce qui est décrit dans les médias. Bonjour Véronique Besse. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la troisième fois que des élus français vont donc à Damas en 8 mois. Vous êtes rentré hier soir d'une visite là-bas où vous avez rencontré Bachar el-Assad. Pourquoi y être allé ? Alors nous sommes allés avec Xavier Breton et Jean-Frédéric Poisson en Syrie parce que nous voulions voir la réalité. Nous voulions voir si ce que nous disions en France était vraiment la réalité sur le terrain. Et donc nous sommes allés quelle là-bas. réalité vous avez vue exactement ? La réalité politique. Celle qu'on a bien voulu vous montrer, peut-être aussi, non ? Oui, mais nous avons eu un certain nombre de rendez-vous que nous avions choisis. Nous avons vu toutes sortes de personnes. Bien sûr, le président du Parlement syrien. Nous avons vu le président de la Syrie, Bachar el-Assad. Nous avons rencontré le grand moufti, le chef des musulmans. Nous avons rencontré le nonce apostolique, des chefs d'entreprise également. Donc la réalité politique que nous avons vu, c'est que l'État fonctionne, les institutions fonctionnent, le Parlement va bientôt voter son budget, il y aura des élections au mois de mai, tout cela fonctionne bien. Donc si je vous ai bien compris, tout va bien dans le meilleur des mondes en Syrie ? Non, tout ne va pas bien. La Syrie est un pays qui est en guerre, donc nous avons surtout constaté que la France manque son rendez-vous. La France est attendue en Syrie, et contrairement à ce qu'on nous dit en France, où il ne faut pas collaborer avec l'État syrien, c'est une grosse faute de la part de la France. Nous abordons tout de suite la question de la guerre civile en Syrie, et c'est très intéressant, puisque la révolte syrienne a été immédiatement infiltrée par l'organisation extrémiste sunnite des Frères musulmans. Nous y reviendrons par ailleurs. Ceux-ci avaient déjà tenté à de multiples reprises de déstabiliser le régime syrien, comme en 1982 dans la ville de Hama, en massacrant les minorités religieuses chrétiennes, chiites, alaouites. À l'époque, Hafez el-Assad, président de la Syrie, réprima très violemment cette contestation en rasant des quartiers entiers de la ville. Après le massacre de Hama, la mouvance Frères musulmans est éradiquée. Les plus radicaux, qui perpétraient les attentats au nom de l'avant-garde, prennent le chemin de l'exil. Certains se réfugient en Jordanie, d'autres en Irak, le frère ennemi baathiste. Les plus endoctrinés iront faire le djihad en Afghanistan, tels Abu Khaled al-Souri, Abu Musab al-Souri et Abu Basir al-Tartoussi. Ils reviendront 30 ans plus tard en Syrie, au début de la révolte contre l'héritier de leur bourreau, Bachar el-Assad. À peine la révolte avait-elle démarré en Syrie que BHL et compagnie sont allés soutenir une opposition syrienne inconnue jusqu'alors. La France et BHL ont inventé le Conseil national syrien, composé d'illustres inconnus, sans aucune influence en Syrie. Au début de la crise pourtant, ce n'est pas le royaume saoudien, trop occupé à éviter la contagion révolutionnaire chez lui, qui mène le combat contre Bachar el-Assad, mais l'ancien allié de ce dernier, le Qatar, via les Frères musulmans, le levier d'influence que Doha a déjà utilisé en Égypte, en Tunisie et en Libye pour renverser les pouvoirs en place. En s'appuyant sur la direction du parti intégriste hors de Syrie, le Qatar va s'activer à constituer un conseil de transition sur le modèle de celui qui vient d'être fondé en Libye, conseil que l'Occident reconnaîtra comme son interlocuteur unique. Pour peser dans la Syrie de demain, la France mise sur ce tandem d'opposants qu'elle abrite depuis longtemps, Burhan Ghaliun et Basma Kodmani. Le premier est un universitaire laïque, peu connu en Syrie en dehors de sa ville de Homs. La seconde, issue d'une famille de diplomates syriens, est une universitaire réputée, spécialiste de l'Égypte et du Moyen-Orient, mais ne bénéficiant d'aucune influence ni implantation à Damas. En bons opportunistes, les Frères musulmans vont utiliser une femme pour promouvoir leur conseil de transition. Durant l'été 2011, Basma Kodmani fait partie d'un groupe de 6 personnes chargées de constituer cet organe aux côtés de 3 islamistes ou néo-islamistes, Ahmed Ramadan,
Obeida Nahas et Imadeddine Rachid, et d'un Kurde, Abdelbasit Sida. La France aide aujourd'hui l'État islamique en fournissant des armes à des La groupes France modérés. aide l'État islamique. Oui, en fournissant des armes à des groupes modérés proches d'Al-Qaïda. Donc on devrait plutôt aider la Syrie à sortir de cette guerre civile. Je voudrais comprendre. Vous allez voir Bachar el-Assad, dont certains disent que c'est un boucher, on est bien d'accord. Vous êtes élu de la République. Et lui vous dit, la France soutient le terrorisme, et vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que la France, on le sait, soutient des groupes modérés, soi-disant modérés, mais qui sont proches d'Al-Qaïda et donc proches de l'État islamique. Vers ce Conseil national syrien afflua des dons du Qatar et de la Turquie, via les frères musulmans, à quelques conditions sans équivoque. Un dirigeant de la coalition nationale a déclaré sous couvert d'anonymat. Les seuls qui avaient les moyens financiers de tenir tête à Assad, c'étaient les frères musulmans. Le problème, quand vous commencez à réclamer de l'argent, c'est que vous dépendez de vos bailleurs de fonds. On nous a critiqués au début en disant que tous les noms de nos groupes armés portaient des noms islamiques. Mais que pouvait-on faire? On recevait des enveloppes avec de l'argent, en général entre 10 000 et 15 000 $. Et dans l'enveloppe, il y avait une lettre contenant une double demande, que le groupe armé est un nom islamique du genre Yund al-Islam, Secours al-Islam, et que chaque vendredi, le slogan des manifestations soit également à connotation islamique. Voilà comment la révolte s'est islamisée et a été instrumentalisée par les pays du Golfe avec l'assentiment de la France et d'autres pays occidentaux. Le Conseil national syrien refuse donc de suivre les États-Unis lorsque ceux-ci placent le groupe sunnite extrémiste Jabhat al-Nusra dans la liste des terroristes. Laurent Fabius déclara le 13 décembre 2012 dans une interview au Monde: En revanche, la décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nusra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles, sur leur liste des organisations terroristes, a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. M. Fabius a ainsi estimé mercredi que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine parce que sur le terrain, ils font un bon boulot. C'était très net et le président de la coalition était aussi sur cette ligne, a ajouté le ministre. 3 jours plus tard, le 16 décembre 2012, notre ministre rétropédalait mais refusait toujours de désavouer le CNS et le groupe Jabhat al-Nusra. C'est qu'à côté de la coalition se bat par exemple ce front al-Nusra, qui sont des radicaux, on va dire, des milices radicales, plus islamistes, que des radicaux, oui. des salafistes radicaux. Et ça pose un gros problème. Vous avez vu que les Américains les considèrent depuis quelques jours comme organisation terroriste. Est-ce que la France pourrait suivre l'exemple américain? Écoutez, je suis en train de réfléchir à cela parce que les Américains ont pris cette décision. Par ailleurs, à la fois la coalition nationale syrienne et les collègues arabes qui étaient là-bas à Marrakech, eux étaient très hostiles à cette position en disant ce sont des gens qui se battent contre Bachar, donc c'est très difficile de les désavouer. Mais il faut faire extrêmement attention. Je suis en train d'étudier tout cela parce que des rapports nous indiquent qu'ils ont un lien avec Al-Qaïda. Et le problème, c'est pas simplement aujourd'hui, c'est demain. Il faut toujours avoir le regard prospectif. Si, bon, admettons, ce que nous souhaitons, que M. Bachar tombe, que deviennent ces combattants et que deviennent leurs âmes? Est-ce qu'on va les retrouver où? Au Mali? Ailleurs? Donc il faut faire très attention à cela. Et d'ailleurs, vous avez noté que autant la coalition nationale syrienne a désavoué la position américaine, autant elle n'a pas pris dans sa propre représentation les djihadistes. Car les principes qui sont ceux de la coalition nationale syrienne sont de respecter toutes les communautés, qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, et de respecter les droits de l'homme et la démocratie. C'est donc tout à fait autre chose que la position d'Al-Qaïda. En étudiant un peu mieux son sujet, la journaliste Raphaël Duchemin n'aurait pas été si étonnée des propos de Véronique Besse. Même si Bachar el-Assad a forcément joué de son influence auprès des 3 élus français, l'association CNS al-Nusra est connue de tous. Al-Nusra qui est officiellement lié à Al-Qaïda. Al-Qaïda dont le but ultime est l'instauration d'un califat islamique, comme l'État islamique. Envoyer des armes au CNS, c'est prendre le risque de voir ces armes se retrouver dans les mains des djihadistes. Autre chose à savoir à propos d'Al-Nusra et d'Al-Qaïda, c'est que ces groupes sont en train de se renforcer en Syrie en ce moment même. En ce moment, Al-Qaïda, Al-Nusra, c'est 10 000 hommes, et des groupes sont venus les renforcer, venus du Caucase et d'Asie. 2 jours après, le départ du groupe de Crimée sous la direction de l'émir Ramadan al-Krim, le Criméen, ont prêté allégeance à Al-Qaïda au Levant et ont rejoint le front al-Nusra. Cette formation, peu connue auparavant, regroupe des Tatars et des russophones parmi lesquels un certain nombre d'enfants soldats. Elle serait localisée dans la région de Hama, où elle aurait la charge de 2 camps d'entraînement. Elle serait désormais rattachée à la brigade Saïfoullah Chichani, formée essentiellement de Tchétchènes.
Pour enfoncer un peu plus le clou, certains groupes qui composaient l'armée de Syrie libre, armée et financée par la France et l'Occident dans son ensemble, se sont alliés avec le Front islamique et le Front al-Nosra. Une sorte d'union sacrée existe entre al-Nosra et le Front islamique, une coalition emmenée par l'Arabie saoudite où l'on retrouve, comme par hasard, deux mouvements appartenant aussi à l'armée de la conquête, dont le Ahrar al-Sham. Il est intéressant de remarquer que le Secours al-Sham, les Faucons du Levant, qui était à l'origine membre de l'armée syrienne libre, a rejoint le Front islamique avant d'être absorbé en mars 2015 par Ahrar al-Sham. Il est légitime de se demander ce qui reste vraiment des opposants modérés sur le terrain, si l'on accepte quelques éléments dispersés de l'ASL, surtout dans le sud-ouest du pays, au nord d'Hama et dans la région d'Alep. Deux de ces groupes, le Secours al-Jabal à Alep et le Tamajou al-Eta, qui ont reçu l'aide de la CIA, affirment avoir été bombardés par les Russes. Tous les autres considèrent que la charia est la seule loi applicable et que la démocratie est la religion des impies. Qui n'a pas vu la vidéo qui montre le combattant du Front al-Nosra pleurer après les frappes russes sur ses positions? الطيران الحرب الروسي يقصف الأراضي الزراعية لمدينة كفر عمودة بريف حماة الشمالي. الطيران الروسي والدخان يتصاعد. هاي ميليشيات الروس يقصفون بالطيران، والله نظل نجاهد بكم ونقاتل بكم إلى ما شاء الله يا عرسات يا قناصير، والله نظل نقاتل بكم ونجاهد بكم إلى ما شاء الله. Ceci démontre, et ça avait été relayé d'ailleurs par le journal français du Canard enchaîné dans un excellent article, que la coalition américaine avait évité de frapper les positions de al-Nosra. L'armée de la conquête, dirigée par le Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, associée notamment aux salafistes d'Ahrar al-Sham, rassemble des anti-Bachar bien comme il faut. À preuve, la Turquie, membre de l'OTAN, l'Arabie saoudite et le Qatar, alliés et clients des États-Unis et de la France, arment et financent cette armée de la conquête. Une autre preuve, les pilotes américains et alliés ont, voilà plus d'un an, reçu l'ordre de ne jamais balancer le moindre missile sur ces héritiers de Ben Laden. Une interdiction valable encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis nous annoncent avoir envoyé 50 soldats d'élite au nord de la Syrie pour former la rébellion. Mais en regardant la carte qui vient de l'Institute of War, une organisation tout ce qu'il y a de plus officiel aux États-Unis, on remarque plusieurs choses. Tout d'abord, la Syrie est contrôlée au nord par les Kurdes, l'État islamique et Al-Qaïda. Une toute petite partie est gérée par les rebelles. Et une toute petite partie au sud-ouest de la Syrie est gérée par les rebelles également. À l'ouest, une grande partie est gérée par l'armée officielle de Bachar el-Assad. On peut donc se demander légitimement qui nous sommes en train de former, puisque la rébellion ne pourra jamais d'un côté se battre contre Al-Qaïda et le front al-Nosra, et de l'autre côté contre l'armée officielle de Bachar el-Assad. Mais ça ne vous dérange pas d'aller en Syrie alors que vous êtes élu du peuple français, élu républicain, et que la France a rompu ses relations avec la Syrie? C'est très dommage. Et la France a tellement rompu ses relations avec la Syrie, elle n'a même plus de représentation diplomatique. L'ambassade de Syrie, l'ambassade de France en Syrie est fermée, oui. Ce qui est dramatique. Donc ça veut dire que les ponts sont totalement coupés. Et la France a aussi renvoyé la représentante syrienne. Oui, mais c'est vraiment dommage. Il faut savoir que seules l'Angleterre et la France ont fermé leur ambassade en Syrie en mars 2012. Les autres ambassades des autres pays sont restées ouvertes. Cette fermeture d'ambassade prive la France de renseignements de terrain très importantes aujourd'hui, d'autant plus importantes lorsqu'on engage des forces armées pour frapper l'État islamique et encore plus lorsqu'on engage le porte-avions Charles de Gaulle pour réaliser des frappes précises en Syrie aujourd'hui. Alors sachez également que les autres pays n'ont pas approuvé la fermeture de l'ambassade de France en Syrie. Cela fait partie des multiples fautes diplomatiques françaises qui ont conduit les États-Unis à reprendre la main diplomatiquement en Syrie et à mettre la France en touche. La conclusion, c'est que la députée et la journaliste ne connaissaient le sujet ni l'une ni l'autre. Et je terminerai par une question simple. Comment se fait-il que des journalistes qui sont au courant de la situation en Syrie, comme par exemple Georges Malbruno ou Christian Chesneau, auteur du livre Les chemins de Damas, ne parlent-ils pas plus dans la presse après avoir vu une interview d'une aussi piètre qualité? Comment se fait-il que les géopoliticiens et les politiciens qui connaissent la vérité du terrain en Syrie, qui savent que l'Occident a armé et a aidé financièrement des groupes, le CNS, infiltrés par des rebelles sunnites extrémistes comme Jabhat al-Nosra, ne parlent-ils pas plus dans la presse? Heureusement, encore une fois, l'agence Info Libre a fait le boulot. Alors, pour réaliser ce dossier, je me suis aidé notamment du livre de Christian Chesneau, Georges Malbruno, Les chemins de Damas, ainsi que de la note d'actualité du CF2R, note d'actualité 408 d'Alain Rodier. Et tout est confiné dans la lettre d'analyse de l'agence Info Libre, la lettre d'analyse numéro 7, qui reprend pratiquement l'intégralité de l'analyse que je viens de vous livrer ici, et bien plus encore. Voilà.
Je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous. Le 10 août, un dignitaire intégriste, Ibn Abdallah el-Hosni, lance un appel sur un de leurs sites. Pour que la révolution soit victorieuse, il faut 3 conditions. Qu'elle démarre avec quelques jeunes gens naïfs, ensuite qu'elle se diffuse d'une ville à l'autre, sans avoir un leader, et enfin, que personne ne connaisse ses origines ni son but. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade. Il faut maintenant placer cette révolution sous l'égide du djihad sunnite et qu'il soit bien clair qu'il s'agit d'un combat purement religieux contre les chrétiens, les chiites et les alaouites. On this anniversary of September 11th, we don't just look back at what took place 11 years ago today, but what the next 11 years have meant for the United States, including our ongoing war with Afghanistan. In his exclusive one-on-one interview with President Obama, Ben asked the Commander-in-Chief about why the U.S. has been fighting in al-Qaeda in Afghanistan and Yemen, and yet seemingly supporting al-Qaeda in Syria. So what did the President have to say? This is a reality check you won't see anywhere else. 11 years ago today, most Americans had never heard of an Islamist group with an Arabic name meaning the base. So within a matter of days, and for the next decade, the name Al-Qaeda would become synonymous with terrorism. And 11 years later, we're still fighting Al-Qaeda in Afghanistan, Pakistan, and in Yemen. Though our history with Al-Qaeda is very complicated. To begin with, it was the United States government that created Al-Qaeda in the first place. It was during the 1970s. The U.S. decided to create an Islamist extremist group to sow the seeds of discord in the stans, like Pakistan and Afghanistan. The goal was to create problems for the Soviets. If you don't believe me, here's Secretary of State Hillary Clinton. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. Now, history tells us the United States actually created this enemy Al-Qaeda. Well, since 9/11, we've spent over $1 trillion battling Al-Qaeda in Afghanistan, Pakistan, and in Yemen, not to mention the Iraq War, which was, if you'll remember, originally sold as a safe haven for Al-Qaeda. That, of course, turned out to be false. So if Al-Qaeda is our sworn enemy, why is the United States supporting Al-Qaeda fighters as part of the Syrian opposition, just as we did Al-Qaeda fighters in the Libyan uprising? Well, that was the question I posed to President Obama during my one-on-one interview with him. You mentioned about Al-Qaeda during your speech, going after Al-Qaeda in Afghanistan, certainly going after them in Yemen as well. Yeah. And yet there's some concern about the U.S. funding the Syrian opposition when there are a lot of reports that Al-Qaeda is kind of heading up that opposition. How do you justify the two? Well, I share that concern, and so what we've done is to say we will provide non-lethal assistance to Syrian opposition leadership that are committed to a political transition, committed to an observance of human rights. We're not going to just dive in and get involved with a civil war that, in fact, involves some elements of people who are genuinely trying to get a better life, but also involve some folks who would, over the long term, do the United States harm. So what about what the president said there? It is true that publicly the United States is providing non-lethal support to Syria. According to a report from Reuters, the State Department says the U.S. government set aside a total of $25 million for non-lethal assistance to the Syrian opposition. A U.S. official said that was mostly for communications equipment, including encrypted radios. But there are questions about what else the U.S. has been doing. Well, right now the U.S. is providing non-lethal assistance. We are facilitating other countries. According to the New York Times, the weapons, including automatic rifles, rocket-propelled grenades, ammunition, and some anti-tank weapons, are being funneled mostly across the Turkish border by way of a shadowy network of intermediaries, including Syria's Muslim Brotherhood, and paid for by Turkey, Saudi Arabia, and Qatar. The Times goes on to say that the CIA is part of that process of getting these weapons to these groups, though the U.S. isn't actually providing the weapons themselves. So what you need to know is the old enemy of my enemy is my friend adage just doesn't seem to work here. U.S. involvement in the Middle East has been problematic for decades. But on this day,
Consider for a moment the last two countries in the Middle East where the U.S. has intervened. Let's start in Egypt, where we helped to overthrow the dictator Mubarak, who we propped up. Well, today, thousands of protesters gathered outside the embassy in Cairo. The American flag, flying at half-mast to mark the anniversary of 9/11, was ripped down and destroyed. And also today in Libya, an armed mob attacked the U.S. consulate in Benghazi and set fire to the building. And in both cases, those protests happened over a film that reportedly offends Islam. The point is that the same opposition we support today very well may be the same militants who we're at war with tomorrow. A foreign policy that doesn't seem to make a whole lot of sense. And that is Reality Check.